Bonjour à tous et bienvenue à cette matinale tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons partager un moment d'échange et de dialogue avec nos deux invités sur le thème de l'art et de la culture. Donc, je remercie d'ores et déjà Esclarmonde Monteil, directrice générale du Musée des Tissus, directrice générale et scientifique du Musée des Tissus, et Dominique Vinet, doyenne facultaire de langue à l'UCLI qui nous accueille aujourd'hui, que je remercie. Et sans tarder, je laisse la parole au père Xavier Grillon. Bonjour à vous tous. Bonjour madame. Merci d'être là. Voilà, je propose de commencer cette matinale par un tout petit temps de reconnexion comme on aime faire ici aux EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Voilà, chacun avec sa foi, son chemin de foi, ses questions, le sens qu'il donne à la vie. On peut se remettre connectés les uns aux autres et puis avec notre Dieu, avec le sens de la vie qu'on donne maintenant pour aujourd'hui et pour chacun. Je propose, si vous le souhaitez, une seconde de fermer les yeux puis de prendre une profonde respiration. Seigneur Père du ciel, on te rend grâce pour cette journée qui commence, qu'on dépose devant toi, puis pour toutes les rencontres d'aujourd'hui. Je te rends grâce aussi pour ce beau temps de résurrection depuis ce dimanche de Pâques et pour l'énergie que tu donnes à chacun d'entre nous pour construire ce monde plus beau, faire des œuvres de beauté qui rendent compte de ta gloire et qui servent notre humanité. Seigneur, bénis cette journée, notre rencontre. Croyons que tu es toujours avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Bonne journée à tous, bon échange. Merci à Boris qui anime la rencontre. Merci Armel. Armel, sans tarder. Sans tarder, la présentation de nos deux invités. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Deux invités, Dominique Vinet. Dominique, vous êtes canadienne. Oui. Vous avez grandi au Québec et vous êtes arrivée en France en 1996 pour entreprendre des études doctorales, qui fut couronné de succès puisque vous êtes docteur en littérature française de la Renaissance. Vous avez enseigné à l'Université de Chicago, à l'Université Paul Valéry à Montpellier et à l'Institut catholique de Rennes. Et vous voici à Lyon, à l'UCLI, depuis 2008, où vous êtes pas moins que doyenne du pôle facultaire lettres et langues, depuis 2017, directrice de la faculté des lettres modernes, enseignante chercheuse et chargée de mission culture. Oui, c'est bien ça? C'est parfait. Merci Dominique. Nous avons aussi Esclarmonde Monteil, comme Boris vous l'a dit, Esclarmonde, directrice du musée du tissu. Esclarmonde, je crois que vous avez grandi à Paris. Puis à Sète, vous êtes né d'un père directeur d'agence maritime et d'une maman mère au foyer et vous êtes enfant unique. Vous nous avez confié que l'art a toujours été dans votre vie. Vous êtes tombé dans le chaudron de l'art toute petite, puisque vos premiers souvenirs d'enfance étaient les visites du Louvre avec les salles égyptiennes qui font vibrer plein d'enfants et le musée des arts et traditions populaires dont la visite était couplée avec le jardin d'acclimatation. Ensuite, vous déménagez, vous quittez Paris, vous partez à Sète. Mais là aussi, vous trouvez plein de curiosités artistiques et historiques, notamment la civilisation romaine avec l'Ancérune, le pont du Gard, Nîmes, etc. Et vous allez même participer à des fouilles de chantier, je crois, durant un été. Tout ça vous amène vers des études scientifiques, bac C, série C, et vous allez ensuite partir en classe prépa pour intégrer ce qui s'appelait à l'époque l'École supérieure de commerce de Lyon, aujourd'hui EM Lyon Business School. Dans ce cursus, vous allez partir à l'étranger, vous allez bénéficier d'un échange avec l'Université Saint-Andrews en Écosse, où vous allez passer un diplôme d'histoire de l'art. Ça y est, c'est parti. De retour à l'EM Lyon, vous allez choisir une matière qui pourtant n'est pas mise en valeur n'était pas, en tous les cas à l'époque, mise en valeur pour la scolarité dite normale ou un cursus classique, l'histoire de l'art. Vous expliquez que les étudiants étaient assez découragés de s'orienter vers ce genre de filière au motif qu'il n'y avait pas de débouché. Vous êtes aujourd'hui la preuve que ce n'était pas le cas. Après l'EM Lyon, vous allez reprendre vos études avec l'école du Louvre, rien que ça, et avec des études en muséologie, et ensuite l'Institut national du patrimoine, où vous réussissez à l'issue des concours de conservateur du patrimoine,
en 2001. Vous connaissez aussi le monde de l'entreprise, puisque vous avez pu profiter de programmes d'échange d'application avec les entreprises, notamment l'échange année en entreprise. Vous êtes allé 1 an à Genève chez Caterpillar, en section finance. Voilà, donc quoi l'art et la finance vont bien ensemble. Vous êtes également parti en Pennsylvanie pour un semestre pour passer à MBA. Ensuite, votre carrière débute. Vous commencez en Picardie pour construire le musée d'archéologie de l'Oise. Et vous avez ensuite pris la direction du musée de la toile de Juillet. C'est là que vous rencontrez, entre guillemets, l'histoire d'amour avec le textile commence, puisque ensuite vous allez entrer dans ce gros projet de rénovation du musée des tissus de Lyon, dont vous êtes désormais directrice générale et scientifique. Pour vous, le tissu, c'est devenu une évidence en tous les cas. C'est une matière qui vous a toujours attiré, même si je crois que dans votre famille, il n'y avait pas d'antécédents, j'allais dire, dans le tissu. Mais c'est une véritable histoire d'amour et vous allez être une vraie autodidacte. Vous allez coudre, vous allez tricoter, je crois aussi, puisque je crois que mon petit doigt m'a dit que vous tricotiez pour vous détendre après une grosse journée de travail et que vous avez même un petit atelier chez vous. Voilà, donc une passion qui est née très jeune, l'art, la culture et le tissu aujourd'hui. Merci Armelle pour cette présentation. Sans tarder, Esclarmonde, une question très simple, donc un parcours somme toute assez éclectique, le monde de l'art, l'expérience en entreprise, une école de commerce et aujourd'hui le musée des tissus. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la filiation dans ce parcours, qui a forcément une cohérence pour arriver à ses responsabilités? Oui et non, parce que comme on disait, en fait, le domaine de l'art n'est pas un domaine vers lequel on envoyait, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais des élèves, et surtout des élèves qui avaient de bons résultats en sciences, n'étaient pas encouragés à aller vers l'histoire de l'art ou vers des activités manuelles, et ce qui est dommage d'ailleurs. Et du coup, j'avais choisi l'école de commerce comme étant en fait la filière qui laissait l'éventail, le champ le plus large pour la suite. Et j'avais même essayé en fait de rentrer dans l'art via l'école de commerce par la porte du mécénat d'entreprise. Mais à 22 ans, on n'a pas de carnet d'adresse, donc ça n'est pas une porte qui s'ouvre. D'où l'idée qui était encouragée par cette année en Écosse, où j'avais vraiment fait de l'histoire de l'art, où j'avais vraiment compris que c'était ma vocation, quelque part. Voilà, de dire, je reprends l'école du Louvre, mais mon diplôme d'école de commerce m'a toujours servi à travers tous les postes où j'ai exercé, surtout parce qu'en fait, je choisis des postes où il y a un projet. En fait, mon premier poste était déjà la construction d'un musée. Le second, au musée de la Toile de Jouy, il y avait une volonté de la commune de rénover et de faire autre chose de ce musée. Et ici, c'est un projet de renaissance. Donc, voilà. Justement, ce projet, on va y venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, sa genèse, et puis peut-être même un peu d'histoire, parce que c'est quand même un musée bien particulier, créé par des entrepreneurs, des industriels. En cela, il est assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce musée? C'est un musée très lyonnais qui est né de la volonté des industriels et des soyeux lyonnais au XIXe siècle, qui avait réalisé que même si dans les années 1850, c'était une époque de prospérité pour la soierie lyonnaise, la concurrence étrangère commençait à monter en puissance et qu'il fallait se maintenir au sommet en fait de la création. Et ce qui leur permettait de rester à cette place prédominante, c'était justement la créativité, la qualité des motifs, l'inventivité des soyeux lyonnais. Et pour nourrir cette créativité, ils ont inventé un musée qui s'appelait à l'époque Musée d'art et d'industrie. Donc le lien vraiment avec le monde de l'entreprise était même dans le nom du musée. Et ils l'ont créé, il a ouvert en 1864 au Palais du Commerce, la bourse actuelle, il y a la chambre de commerce. Et ils ont rassemblé tout ce qui pouvait nourrir l'inspiration pour créer dans toutes les industries, au-delà même de la soie. Ah, au-delà de la soie. Voilà. Le premier musée était vraiment beaucoup plus large et devait permettre de nourrir les créatifs dans toutes les branches de l'industrie, que ce soit le meuble, la soie, la ferronnerie, enfin, absolument tout. Et puis, ce musée était trop ambitieux. Et il s'est recentré au tournant du XXe siècle sur les tissus en devenant musée historique des tissus.
Il a continué à vivre, mais en parallèle, on est tous conscients que l'industrie du textile en France, et notamment la soierie lyonnaise, ont subi un XXe siècle très difficile, notamment la deuxième moitié du XXe siècle. Et la Chambre de commerce, qui était un repère de soyeux, n'est plus ce repère-là. Et le musée, qui était fondé et financé par la CCI, a subi des années difficiles dans les années 2010 parce que les chambres de commerce n'avaient plus vocation à financer ce genre d'établissement. Les soyeux lyonnais avaient perdu, et au-delà des soyeux, les entrepreneurs lyonnais avaient perdu ce lien avec le musée, ils ne voyaient plus en quoi ils pouvaient les servir. Et du coup, ce musée a failli disparaître. Il a été sauvé parce que c'est un peu l'ADN de Lyon, quand même, la soie, et surtout parce que le cœur des musées, ce sont les collections. Et on a peut-être la plus grande collection textile au monde dans ce musée. Alors, on dit toujours 2 millions d'items. C'est difficile à savoir parce qu'on a des mètres linéaires d'albums d'échantillons. Est-ce qu'on compte les échantillons? Est-ce qu'on compte les albums? Mais en tout cas, on a une collection qui va d'une tunique égyptienne qui a 4500 ans. 4500 ans. Voilà. Ouais. Et qu'on préserve, jusqu'à des textiles techniques très récents avec des fibres de carbone, enfin tout ce que la technologie actuelle peut faire. Et notre but, avec la rénovation et le renouveau de ce musée, c'est de faire comprendre que ce musée a encore un rôle à jouer, dont on va parler, et à la fois pour les entreprises et pour les visiteurs, et de remettre aussi en avant le textile, qui est une part très importante de nos vies. Imaginez un monde sans textile, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Alors, justement, si on fait un petit peu de projection, merci d'abord pour cette présentation qui nous permet de savoir d'où vient ce musée. Vous arrivez, vous plongez avec votre parcours depuis 1 an et demi environ, 2 ans, même plus, 2 ans dans cet univers. Et donc, où est-ce que vous allez nous emmener? Où est-ce que ce musée va nous emmener? Nous, nos enfants, les Lyonnais, les Français, les étrangers? Alors, ce musée était dans un endroit bien particulier, puisque ce sont 2 hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Et il va être rénové de fond en comble en préservant cet héritage du XVIIIe siècle. Et la volonté, c'est de l'ouvrir sur la ville. Un hôtel particulier, par essence, c'est fermé derrière des murs, on est entre soi. Là, le projet de rénovation mené par Guglielmo Ricciotti a volonté de l'ouvrir. Donc, par exemple, on va rendre le jardin et les cours au public, à la ville. Et le but, c'est de proposer une expérience, on va dire immersive, c'est le terme à la mode, mais complète. C'est-à-dire que quand on rentre, n'importe qui rentre dans ce musée, il sent qu'il y a une atmosphère, qu'on veut transmettre quelque chose et qu'il y trouve, chacun à son niveau, une réponse à ses besoins. Comprendre les textiles, simplement admirer de belles choses, passer un moment un peu hors du temps normal de notre vie quotidienne, un peu trop rapide parfois, et être dans cette espèce de bulle qui à la fois préserve le passé, puisqu'on disait 4500 ans, mais on veut que dans 4500 ans, quelqu'un puisse voir ce qu'on collectionne, et puis vraiment transmettre et nourrir la créativité, encore une fois, et nourrir le futur. D'accord. Donc, en quoi ce musée répondra aux attentes que peut avoir une famille, un particulier qui veut justement rentrer dans cette bulle immersive, passer un moment? En quoi ce musée, vous le travaillez, vous le concevez avec l'architecte, avec vos équipes? Vous êtes nombreux, je crois, que les équipes. Alors, pas assez. Hélas, on n'est qu'une vingtaine. Vous êtes une vingtaine de personnes. Pour faire tourner quelque chose, donc je disais plus de 2 millions d'objets. On a pour l'instant 8000 m² de surface totale. On va monter à plus de 10 000 m². On veut offrir donc des activités à tout type de public. Il nous faut des salles de classe, il nous faut un auditorium, il nous faut un parcours dit permanent, mais les textiles. Alors justement, quel type d'expérience vous allez proposer? Donc, il y aura un parcours en fait de visite, comme dans un musée, tout musée normal, plus des expositions temporaires. Mais ce qu'on veut, c'est que dès que quelqu'un passe en fait cette frontière, cette porte, ce porche du musée, il sente l'atmosphère, il retrouve des œuvres même avant d'avoir payé son billet. On ne veut pas que ça soit simplement en fait quelque chose où on soit obligé de payer. Il y aura des choses un peu partout dans le jardin, dans tous les bâtiments qui rappellent la vocation du musée et qui plongent le visiteur dans cette atmosphère. Parce que ça n'est pas partout qu'on voit des tableaux, qu'on voit des textiles qui, pour les plus anciens, représentent des heures et des heures de travail.
qu'on donne à comprendre en fait des choses sans qu'on ait, en tant que visiteur, presque l'impression de devoir forcer pour les comprendre. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire parce que de rendre accessible, donc voilà. l'expérience simple. Quelle que soit la culture de la personne, son voilà. âge, son profil. Oui, et c'est vrai qu'on sait que ce musée s'adresse à des spécialistes et eux, il faut leur offrir quelque chose de très précis et détaillé, mais quelqu'un qui ne connaît pas le textile autrement qu'en s'habillant le matin, par exemple, doit aussi rentrer dans le musée et comprendre ce que signifie un textile, c'est-à-dire que on part d'une fibre, d'où vient cette fibre, est-elle naturelle, est-elle synthétique, comment est-elle fabriquée, comment de la fibre on passe au fil, comment du fil on va passer à quelque chose qui est soit tricoté, c'est pas la même chose que tissé, ou du feutre qui n'est pas tissé du tout, et comprendre en fait tout l'humain qu'il y a dans le textile, et surtout à l'heure actuelle où on parle beaucoup de fast fashion, où l'industrie de la mode est une des plus polluantes, comprendre. Et c'est le rôle du musée aussi de rendre, enfin de donner une conscience sociale de ce qu'est le textile et comprendre à quel point c'est un objet chargé d'humain et de travail et de conscience et de pensée de ce qu'on... En fait, dès la fibre, on pense à ce qu'on veut obtenir en produit fini. Et ça, on peut le faire avec un long texte, on peut le faire avec un médiateur, mais on peut le faire aussi en créant une atmosphère avec les objets, un parcours. Et c'est ce qu'on est en train de penser. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'utilisation du textile ou de la vision qu'on peut avoir des textiles techniques, notamment le carbone dans l'aéronautique, etc., c'est de comprendre tout le process, depuis le tissage jusqu'à l'utilisateur final. Et au passage, il y a tout un tas de métiers, d'hommes, de femmes qui travaillent et qui contribuent à la création. Alors justement, ça m'amène à une autre question sur est-ce que le musée d'aujourd'hui favorise-t-il justement une expérience qu'on pourrait qualifier de spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte pour le musée des tissus, selon vous? C'est-à-dire qu'on se connecte avec le travail de l'homme, avec la création. Donc, quelle est la dimension en plus qui pourrait peut-être y avoir? Oui, c'est justement, en fait, c'est de, comme on l'a fait tout à l'heure en début de cette émission, de créer un espace qui permette à l'esprit et aux personnes de s'éloigner un peu de leur quotidien et de passer à un autre niveau, soit parce qu'en effet, certains de ces textiles et d'autres choses, parce qu'on est aussi un musée des arts décoratifs qu'on propose, interrogent ou donnent un sentiment de beauté ou de sérénité, ou à l'inverse, en fait, peuvent provoquer une émotion parfois négative pour certaines matières qu'on trouve rugueuses ou qui choquent, ou des œuvres d'art qui peuvent choquer, et que toute cette atmosphère soit propice en fait à passer à un autre niveau de conscience. Ça n'est pas toujours le cas, ça s'est un peu perdu dans les musées de beaux-arts parce qu'on a perdu les codes en fait de lecture de certaines œuvres. C'est dans quel facile. sens? C'est-à-dire que par exemple justement tous ces sujets qui sont reliés à la Bible, à l'histoire, à l'Évangile, à d'autres choses, ou à la mythologie romaine, la plupart des visiteurs n'ont plus les codes pour lire l'histoire, n'ont plus les clés. Donc, il leur manque un niveau d'interprétation. Nous, dans un musée des tissus, on a moins ce problème de musée de France parce que le tissu est toujours dans nos vies. Mais d'un autre côté, du coup, le visiteur se dit c'est quelque chose de trivial et ne passe pas forcément au niveau au-dessus pour le textile, alors qu'il le fait tout seul pour une sculpture ou un tableau. Voilà. Je pense après, quand on se trouve face à un tissu qui a 4500 ans, ça doit quand même provoquer quelque chose. Alors Dominique, vous êtes chargée de mission culture à l'UCLI, donc vous avez finalement une mission assez proche de celle d'Escarmonde, mais dans un contexte différent, avec des moyens différents, avec un public différent aussi. Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez cette mission qui finalement est très proche d'Escarmonde et très éloignée aussi. Alors, certes, nous avons une mission culture proche, oui, je dirais proche. Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur la question de la spiritualité dans l'art que je trouve très belle et que vous avez abordée. Alors, nous sommes aujourd'hui tous en ligne. Et si je vois l'écran qui est devant moi et que les spectateurs je vois, eh bien, je remarque que nous avons 4 êtres humains. Et que si je vais au musée des tissus, je peux faire le tour de chacun de ces êtres humains avec un demi-drap. En d'autres termes, on met un demi-drap, on a un petit peu expédier la question, qu'est-ce qu'un homme? Eh bien, l'homme, c'est ce qui peut rentrer globalement dans un demi-drap, si c'est un enfant dans une tête d'oreiller.
Mais si je vais au musée des tissus, et si je regarde les broderies sur les toiles, si je regarde l'impression de la soie en différentes textures, si je regarde l'union des couleurs, si je regarde les motifs, je me rends compte que sur chacun de ces tissus faits de main d'homme, il y a beaucoup plus qu'une écorce. Il y a une recherche de beauté, une recherche d'esthétique, une recherche d'utilité. Il y a une quête, il y a une esthétique. Et cette esthétique montre qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a un univers infini. Et je trouve très beau cette dimension spirituelle dans l'art que l'on retrouve notamment dans le musée des tissus. Parce qu'un tissu est un lieu d'émerveillement, comme un être humain peut être aussi le lieu d'un émerveillement. Et l'art, comme ces œuvres d'artisans, éveille notre attention sur le fait que derrière une écorce, il y a beaucoup plus. Et l'œuvre vit sa vie propre. Elle n'est pas simplement le reflet, le dédoublement d'un créateur. L'œuvre a une vie propre qui nous éveille, qui nous interpelle, qui nous fait voir le monde avec un regard nouveau, qui nous met en mouvement. Donc, je trouve très beau ce musée des tissus, comme je trouve très beau les musées en général, la culture, parce qu'elle déplace notre regard au monde et nous ouvre sur un certain infini. À l'Université catholique de Lyon, je pilote avec une équipe de guélurons très sympathiques, une mission culture qui nous amène à proposer aux étudiants, mais aussi au personnel, des expositions, des pièces de théâtre, on écoute de la musique ensemble. Et tout ça représente pour nous un véritable enjeu. Une université, on le sait tous, c'est un lieu, on l'espère, de savoir, d'un savoir qui n'est jamais figé. Et ici, à l'Université catholique, nous avons des facultés de droit, de sciences économiques, de philosophie, de lettres. Et chacune de ces facultés, il y en a plusieurs, sont au fond une pierre dans un édifice que l'on construit. On le sait, les pierres tiennent rarement toutes seules pour ériger des murs. En fait, rarement. J'ai découvert dans le sud de la France de magnifiques murs en pierre sèche qui tiennent sans lien. J'ai découvert en région Rhône-Alpes, quand je suis arrivée ici, de magnifiques cabornes faites de pierres superposées, pas de lien. Ce sont des pierres sèches. Notre université est composée de savoirs qui ne sont pas des pierres sèches. Ce sont des pierres d'âme, ce sont des pierres d'intelligence, ce sont des pierres douces. Ces pierres douces sont vivantes, donc elles bougent, sans lien. Je crois que nous tomberions un petit peu éparpillés, un petit peu partout, et nous ne réussirions pas à créer cette unité. La vocation de la mission culture est de mettre du lien entre les sciences, les arts, les lettres, nous amener à penser ensemble, à nous dépasser ensemble et à mettre nos connaissances, nos recherches, notre quête au savoir d'un bien commun. Il y a quelque chose de tout à fait incroyable d'avoir le sentiment de travailler à quelque chose qui est plus grand que soi, ensemble et qui nous dépasse. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture, c'est ce qui crée le lien? La culture crée toujours le lien. La vocation de la culture, c'est précisément de créer du lien. C'est aussi, je crois, la vocation de tout ce qui est spirituel. L'humain cherche à créer du lien, mais nous pourrions nous enfermer dans nos disciplines pour en faire une fin en soi. L'art, la culture, nous amènent à mettre toutes ces connaissances, toutes ces recherches au service d'un bien commun, et également à converger vers des lieux d'intérêt qui ne sont pas nous. Comme les dirigeants chrétiens nous écoutent parler aujourd'hui de tissus. Je doute que plusieurs soient spécialisés aujourd'hui dans le tissu. Et pourtant, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et alors, comment est-ce qu'on crée un événement? Comment est-ce qu'on crée ce lien quand on n'a pas forcément un textile qui a 4000 ans? Comment est-ce qu'on fait, Lucky? Je dirais qu'il n'y a pas de recette. Comment est-ce qu'on fait? Tu pensais qu'on en aurait une aujourd'hui? Jamais de recette. Par contre, j'ai tendance à dire que quand on a besoin de créer du lien, la première chose à faire, quand on souhaite créer du lien, c'est de regarder ses collègues dans les yeux, de regarder ses étudiants dans les yeux. Et on trouve toujours les solutions adaptées dans le regard de ceux qui nous entourent. Je crois qu'il n'y a jamais de solution préfabriquée. En revanche, nous vivons dans un tissu humain, dans un tissu complexe. Nous avons tous nos contraintes. Nous voyons bien là où ça tire parfois. Et la période que nous traversons est une période qui nous tiraille énormément. Toujours est-il qu'en voyant ces points chauds, on tisse une sorte de mouvement collectif, une sorte de danse. On voit peut-être ce qu'il faut faire, là où il faut aller. Et je crois qu'il faut faire confiance aux circonstances de la vie, aux rencontres qui nous disent, tiens, le TNP vient jouer Onegin demain, ça tombe bien, on en a besoin, on a soif de paroles poétiques, de lyrisme, on a besoin de s'arrêter pour plonger dans l'univers intérieur d'un personnage, parce que ce personnage est un frère qui nous ressemble,
qui a le grand avantage de n'être pas nous, qui nous met à distance de soi, qui nous fait réfléchir ensemble. Donc, comment est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Mais je peux vous dire qu'on fait, que c'est beau. Mais concrètement, vous avez fait quand même, vous avez fait des expositions, vous proposez parce que là, on ne peut pas proposer quand même dans le contexte du moment, malheureusement, aux étudiants, on ne peut pas proposer d'aller au musée des tissus, qui n'est pas encore tout à fait ouvert de toute façon, etc. Qu'est-ce que vous leur proposez? Donc, ça se passe en visio, en numérique? Comment ça fonctionne? Alors, les étudiants ont le grand avantage de pouvoir venir sur nos campus un jour semaine. Mm-hmm. Donc, notre université est bien un lieu habité et un lieu habité physiquement. Ce qui devient rare. Ce qui devient rare. Ce qui nous a permis, par exemple, d'organiser, grâce au soutien de l'Institut culturel italien, une belle exposition sur les peintures sacrées de Raphaël. Et on a eu, ici même, certes, des reproductions, mais des reproductions qui nous ont fait voyager à l'époque de la Renaissance, qui nous ont mis au contact de couleurs tout simplement incroyables, de formes, d'une esthétique, d'une représentation humaine qui nous ont bousculés. Alors, on fait aussi venir de la musique, des musiciens. On a pu faire venir à 6 reprises pendant le confinement des musiciens du concert de l'Hostel Dieu, venus jouer pour nous à un moment où leur carrière était complètement mise en suspens. Donc, on essaie d'être présent aussi pour les musiciens. On a fait venir des comédiens du TNT avant-hier. On n'a pas la chance du musée des tissus d'abriter énormément d'œuvres originales. Le musée d'art contemporain nous prête des œuvres gigantesques, des installations qui ne peuvent pas sortir bien sûr par la porte, c'est une chance, mais on a un vrai problème d'assurance. Donc on fait venir les œuvres dans nos murs, on les propose à nos étudiants. Parfois ce sont des originaux, mais c'est très rare. Parfois ce sont sous des formes de HD painting, de reproduction très très haute définition, qui sont néanmoins importantes parce qu'elles sont un premier pas vers le contact direct avec les autorités. Et en cette période difficile, justement, où on a besoin de contact, on a besoin aussi de se divertir et de voir autre chose que son écran, je pense que les étudiants doivent être très friands de ce que vous proposez. Ça doit leur apporter une bouffée d'oxygène et de rêve quelque part. Peut-être. Il y a certainement un mystère dans ce que vit le spectateur au seuil duquel on se tient. Néanmoins, un spectacle, par exemple, comme un concert de musique, ou se trouver devant une toile et avoir cette occasion de s'arrêter pour la regarder, nous permet de voir, de comprendre ce qui nous touche, et qui peut être un petit peu abstrait, ce qui nous touche, pas forcément concret. Et il y a là-dedans une universalité qui nous unit dans notre humanité. Et cette universalité, pour nous, est belle. C'est véritablement une expérience qui peut nous dépasser et venir nous toucher. On a besoin d'émotions. Une petite question pour vous, Dominique. On a évoqué ce sujet il y a quelques jours. Comment vous pensez que la période pandémique qu'on traverse nous éclaire justement sur la perception d'utilité des musées? Si tant est que je puisse parler d'utilité des musées, je pourrais faire mon pied. C'est ainsi qu'on a rédigé la question avec Dominique à dessein. Finalement, le tissu, il est utile. Il a une vocation d'utilité aussi. Et pourtant, il y a une dimension artistique, créative. Donc, pour revenir à ma question, dans ce contexte de pandémie, où on espère bien d'ici quelques semaines ou quelques mois, nos musées vont réouvrir et tout le monde a besoin de culture. On n'a jamais ressenti, justement, parce qu'on y a eu accès, autant de besoin d'aller au cinéma, d'aller voir des groupes de musique à Fourvière, de retourner dans des musées, peu importe la forme, finalement. Alors, cette crise a été certainement éprouvante, elle n'est pas finie, elle laissera des traces. Dans mon expérience de doyenne, de directrice de département, je me suis bien rendu compte que devant la crise, en période de crise, on manque de temps pour l'analyse. On doit s'adapter très vite. On doit prendre des décisions devant lesquelles nous manquons terriblement de recul. On essaie donc de s'adapter, de se réorganiser dans un monde qui bouge très vite. Notre rapport au temps change. Nous vivons à la fois un temps très long et un temps d'urgence. Les gens gèrent également autour de nous, dans nos équipes, beaucoup d'anxiété. Est-ce que je serai capable de m'adapter? Est-ce que je serai capable de faire tous les cours en visio? Est-ce que je serai capable de garder ce lien si important? Est-ce que mon action continue d'avoir du sens? Aurai-je des étudiants l'année prochaine? Enfin, toutes ces questions d'adaptation. Et je crois que la capacité à reconstruire du sens est essentielle pour rebondir. Et que les musées sont un de ces lieux dans lesquels on peut reconstruire du sens. Pourquoi? Parce que les œuvres nous interrogent. Parfois, on voit une œuvre, on se dit, mais je n'y vois rien du tout. Parfois, on voit une œuvre et on se dit, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Et quand on regarde une œuvre, on s'interroge un petit peu soi-même, on interroge cette autre qu'est l'œuvre, mais on est dans
dans un temps d'introspection qui nous amène à réfléchir sur comment on pense, comment on perçoit, comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on n'aime pas. Et ce temps de recul gratuit crée un espace à l'intérieur de soi qui permet aux idées de tourner. Et je crois donc que dans ce moment où on manque de recul, se retrouver un petit peu soi-même dans un musée devant une œuvre qui nous interpelle, c'est tout bénef, c'est tout gagné. Et c'est une manière de s'interroger sur le sens de nos vies qui n'a jamais fini de bouger, d'évoluer et de se construire. En vous écoutant, parce qu'on s'adresse à un public de dirigeants, un certain nombre dans l'industrie, moi j'ai beaucoup visité d'usines industrielles dans mon parcours et j'ai parfois été très surpris sur la lumière, enfin comment dire, le regard, l'étincelle dans les yeux d'un ouvrier ou d'une équipe qui nous présente la machine qu'ils ont fabriquée. Et je vous écoutais parce que finalement on parle de l'art, effectivement, une peinture peut-être magnifique, un morceau de musique, etc. Parce qu'il y a une création, il y a une inspiration, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais finalement, quand vous allez voir une équipe de 10 personnes qui a passé 1 an à fabriquer une machine spéciale pour une application pharmaceutique ou aéronautique, je peux vous assurer que dans leurs yeux, ce que vous voyez, c'est une fierté parce que ça sort de leurs mains, ça sort de leur corps, de leur cerveau. Ils ont travaillé en bureau d'études, ils l'ont conçu, puis ils l'ont construit, fabriqué, etc. Et c'est, en vous écoutant, je me disais finalement, on oppose souvent la culture et puis le monde de l'entreprise, etc. Et je sais que c'est important pour Esclarmonde qui est sensible à ça. Pourquoi opposer toujours la création qui serait réservée à une élite éclairée? Alors, il y a les grands, bien sûr, mais finalement, dans toute entreprise, il y a une création artistique, dans la plupart. Vous parliez du sens. Aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise travaillent sur le sens, justement, pour emmener tout le monde. C'est ce que vous faites au niveau de votre université. Donc, je rebondis, c'est un petit peu long, pardon pour cette digression, sur le sens de la spiritualité, sur ce souffle, finalement, cette dimension créatrice. Oui. Alors, je crois que la spiritualité, elle est partout là où il y a de l'homme. Quand l'homme est là, la spiritualité, il y a un chemin de spiritualité. Sinon, on ne serait pas des hommes. Hein, on serait ailleurs, c'est une certitude. En revanche, je trouve qu'à la fois, il y a cette faculté d'émerveillement devant une moissonneuse-batteuse. Sûr, génial. Mais une moissonneuse-batteuse n'est pas forcément un objet d'art, parce que c'est un objet technique. Et il y a de la technique dans l'art, mais l'art n'est pas qu'un objet technique. Et là, je crois que je laisserai la parole à Esclarmonde, parce que j'arrive complètement dans ton domaine du musée des tissus, pour vous laisser aussi rebondir sur cette question. Et nous, justement, le musée des tissus, c'est là qu'on est à la croisée des chemins, parce qu'on est vraiment à la limite de la technique, de l'industrie et de l'art. Ce qu'on appelle les arts décoratifs de nos jours, mais c'était pour ça que c'était musée d'art et d'industrie. Et aujourd'hui, en fait, on le retrouve quand on parle de good design, mais de se dire justement de remettre de la beauté et un peu d'art dans des objets du quotidien et dans des objets produits peut-être en série. Alors, le textile, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, est très peu, enfin, c'est pas de la grande série, c'est pour ça qu'il se rapproche plus il est ancien, plus il se rapproche d'une œuvre d'art. Parce que plus manuel. Parce que plus manuel, parce que plus en objet unique. Parce que moins standardisé, et à un tel point qu'en fait, certains des soyeux lyonnais qu'on rencontre, qui font encore des objets magnifiques comme ceux-ci, me disent, mais ne montrez pas à des créateurs contemporains certaines choses qu'on ne sait plus faire. Parce que les choses qu'on faisait manuellement, certaines ne peuvent pas être standardisées. Et c'est vrai que le musée, donc, on est à cheval entre les deux. Mais même dans des objets standardisés, en effet, il y a de l'humain et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à montrer. Montrer que, en fait, même si c'est fait en grande quantité, même si c'est jetable, il y a toujours cette charge d'âme, peut-être, quelque part, des gens qui ont travaillé. Et c'est pour ça qu'en fait, un t-shirt à 5 € qu'on va jeter, il y a quelque chose qu'on ne paie pas. Parce que ce n'est pas normal quand on voit la quantité de travail, la longueur des procédés pour le mettre en œuvre. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Soit c'est justement ce travail humain, cet investissement de l'humain dans l'objet, soit c'est l'impact sur notre planète. Et peut-être que le rôle des musées et le rôle aussi, ce niveau de spiritualité permet de donner un autre rôle, une autre perception des objets qui fait qu'on leur donne plus de valeur
redonner de la valeur à redonner de l'objet. la valeur à l'objet, voilà, par ce biais-là, et qui fasse que c'est aussi une valeur pécuniaire quelque part, parce qu'en fait, le prix qu'on va mettre dans un objet, c'est la transcription, le symbole de la valeur qu'on lui accorde, des autres valeurs. Et ça peut être aussi un rôle du musée. Alors, ça revient un peu à la question, qu'est-ce que c'est que le beau? Finalement, le beau, c'est pas que l'esthétique. Dans le beau, il y a beaucoup de notions. Ah ben, la notion de beauté, bon, c'est difficile à définir. Hein. Je crois que les êtres humains se sont attelés à ça depuis des siècles et des siècles. Et c'est vrai que moi, dans le musée, je voudrais qu'on passe au-delà de la beauté parce que pour arriver vraiment à parler d'éléments, d'émotions, pour moi, voilà, le beau crée une émotion, mais on le sait bien dans l'art depuis longtemps. Enfin, on va prendre Caravage comme point de départ, mais la laideur peut aussi provoquer une émotion et peut aussi porter le visiteur à se dépasser et à s'interroger. En fait, le pire, c'est qu'il n'y ait rien dans un musée. Le plus horrible pour un musée, ce serait de ne rien provoquer et d'avoir un visiteur qui passe et qui ressorte sans avoir ressenti aucune émotion, sans s'être émerveillé, sans s'être interrogé. Voilà. Et c'est en ça qu'en fait, par exemple, un musée va être différent d'un magasin. Enfin, voilà, un musée comme le musée IKEA, même si on peut s'inspirer de certaines techniques mises en place dans un magasin IKEA pour justement obliger le spectateur à regarder plus certains objets, à faire un cheminement, etc. Mais le but est différent. Oui, puis chez IKEA, on a une intention. Alors qu'à la limite, quand on va au musée, il y a peut-être on se laisse surprendre. Un espace de C'est là liberté. où vous avez des clés pour nous faire un parcours. Je voudrais juste partager avec les membres d'essai la lettre aux articles du pape Jean-Paul II, écrite le 4 avril 1999. On s'est aperçu de ça ce matin, donc une date anniversaire presque parfaite. Et je voudrais juste partager avec vous, dans la dernière partie, suite au Concile Vatican II, une phrase du pape Jean-Paul II qui nous a touchés. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance. La beauté, comme la vérité, c'est ce qui met la joie au cœur des hommes, c'est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communiquer dans l'admiration. Je trouve cette phrase particulièrement puissante dans le contexte du moment. Il y a le lien entre les générations, il y a l'expérience immersive, la bulle immersive que vous évoquez, et mettre la joie au cœur des hommes, face potentiellement à la désespérance. Et j'ai trouvé cette phrase par rapport au contexte du moment. Je vous invite d'ailleurs tous à lire cette lettre du pape Jean-Paul II aux artistes, qui est un enseignement particulièrement intéressant, assez facile. Ce n'est pas une encyclique, hein, ça fait 13-14 pages, donc ça se lit facilement sur un week-end et ça nous enrichit tous. Dominique, qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Comment vous rebondiriez par rapport à ce phénomène de ne pas sombrer dans la désespérance et justement de s'unir dans la joie dans l'expérience culturelle? Alors, il y a deux éléments dans ça, il y a plusieurs éléments dans cette phrase, j'en retiendrai deux. D'abord, la désespérance. En fait, ce serait quoi pour moi la désespérance? La désespérance, peut-être pour moi, serait de se dire que dans un être humain, on a 10% de matière, 90% d'eau. Voilà. Pour moi, c'est ça la désespérance, c'est s'en tenir là. L'art devant cette question, où m'amène-t-elle? Eh bien, quand je travaille avec mes équipes, je me rends compte que nous tous, eux et moi, avons des ambitions infinies. Et on serait tellement ravis de se nourrir de mille et une petites choses, d'atteindre notre objectif, d'avoir le bureau qu'on souhaite, d'avoir les étudiants de la qualité qu'on souhaite. Et en fait, on se remplit constamment, et c'est le propre de tout être humain, de matière finie. Avec cette idée que toutes ces breloques qui nous remplissent vont un jour nous désaltérer complètement, ce qui n'arrive jamais. L'espérance, elle est où, puisqu'on parle d'art? Elle est notamment dans cette rencontre avec des œuvres tellement plus grandes que nous. L'artiste fait quoi au fond? C'est celui qui crée l'œuvre. Il dépasse les 90% d'eau et les 10% de matière et il plonge dans les profondeurs intérieures d'êtres humains et trouve à l'intérieur de lui-même, comme dans le monde qu'il vit, des galeries souterraines infinies. Et il en ressort, comme un spéléologue, il nous en procure une traduction qui révèle l'infini enfoui dans un être humain.
Et une œuvre d'art est artistique parce qu'elle n'a pas qu'une vocation utilitaire. Elle rend témoignage à ces galeries infinies qui parcourent l'homme et que l'on ne comblera jamais. Elle en donne une traduction qui fait sourire, qui ouvre, qui libère, qui nous amène ailleurs, qui nous donne du sens, qui nous fait vivre. Donc pour moi, l'espoir, il est là. Dans ce que vous décrivez, il y a un souffle. Il y a une connexion avec peut-être quelque chose qui nous dépasse. Ça m'amène à une question pour vous, Esclarmonde. Un autre point toujours dans cette lettre aux artistes du pape Jean-Paul II, où il dit que l'Église a besoin de l'art. La vocation de cette lettre, c'est de s'adresser aux artistes, de reconnecter avec eux, puisque sur la deuxième partie du XXe siècle, il y avait peut-être eu les évangiles ont inspiré beaucoup d'œuvres, beaucoup de musique pendant des siècles, Moyen-Âge, Renaissance, peinture, architecture, et puis il y a une certaine déconnexion, etc. Donc, la vocation de cette lettre, c'était de reconcilier le monde des artistes. Et il a cette phrase aussi qui est frappante, il dit « L'Église a besoin de l'art, mais peut-on dire que l'art a besoin de l'Église ?» C'est une question qui est compliquée, Esclarmonde. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, en Occident, l'Église a été un des principaux commanditaires et que de nombreux artistes ont vécu et ont pu vivre et exercer par les commandes, on va dire, de l'Église au sens large. Ça s'est en effet un peu perdu au XXe siècle et on est passé à un modèle où c'est plutôt au niveau de l'artiste et de certains artistes qui vont plonger en fait dans leur foi ou dans leur croyance pour nourrir leur art. Mais c'est plus au niveau de l'individu. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques commandes pour des églises ou pour l'Église, mais beaucoup moins qu'avant. Je pense qu'en fait, chaque artiste, en effet, après, on se situe dans le domaine de la spiritualité. Et les artistes ont aussi un peu des antennes par rapport à leur époque, je pense, et arrivent à se nourrir de ce qui se passe autour d'eux pour aller en avant de la plupart d'entre nous. Donc, en fait, ils retranscrivent aussi ce qui se passe dans une époque, et une époque qui est moins spirituelle, où l'Église a moins de place, et ben, cette place va diminuer peut-être dans le monde de l'art. Et si on la voit réapparaître dans l'art, si on voit réapparaître dans l'art un besoin de spiritualité, dans l'art contemporain, c'est un signe aussi que c'est quelque chose qui manque à notre société. Mais il y en a quand même au XXe siècle, il y en a beaucoup, et même des artistes qui ne sont pas au départ nés dans l'Église, comme des gens comme Fujita, qui se sont convertis et pour qui la religion chrétienne a été un grand moteur de leur art pendant toute une partie de leur vie. Le pape Jean-Paul II insiste d'ailleurs sur toutes les religions, Oui. les religions d'Orient, grecques, même grecques, romaines, etc. Catholiques ou autres, mais en tous les cas, une inspiration divine, spiritualité qu'on a évoquée avec vous aussi, Dominique, sur une image que vous avez eue sur le plongeon, l'immersion dans l'œuvre. Vous avez parlé de la bulle immersive. C'est rentrer un peu dans une bulle immersive. Il y a cette expérience de plongeon, il y a aussi ce plongeon, une forme de plongeon quand on rentre dans un musée, dans une œuvre, dans une musique. L'être humain plonge, c'est une expérience aussi. Hein. Mais dans ce qu'a dit Dominique, moi j'ai noté aussi cette désespérance et je l'associe en fait avec cette société de consommation à outrance. Et en fait, le rôle de la culture, c'est ça aussi, c'est de dire, en fait, on peut se nourrir autrement qu'en consommant. Et ces objets qui sont dans un musée, je ne peux pas les posséder moi-même, mais quelque part, ils sont à tous et ils sont aussi à moi. Et je peux revenir les voir aussi souvent que je veux. C'est pour ça, je vois qu'il y a une question sur le modèle économique des musées. Justement, on allait rebondir sur cette question qui est très intéressante. Et en effet, il faut qu'on arrive à trouver un modèle économique au musée qui fasse que tout un chacun, s'il a besoin à un moment de se nourrir, au lieu de se dire, bien, je vais consommer, on va dire bêtement, et bien, à la place, je peux aller dans un musée, passer 1 heure, passer 10 minutes dans un musée et ressortir plein de quelque chose, rempli, et effacer cette désespérance du quotidien. Alors justement, la question de Jean d'Ampuis, c'était « Nos enfants sont connectés et n'obéissent pas pour l'art ». Un accès gratuit à pas mal de choses. Oui. Comment trouver un modèle économique au musée? Alors, c'est ce que vous venez un peu d'évoquer, mais voilà. ce rapport entre la connexion, on facilite beaucoup l'accès aux œuvres avec l'histoire de l'œuvre en ligne, et pour autant,
le modèle économique des musées a une pertinence, bien Oui, évidemment. oui, oui. Et puis, on vit dans le monde actuel, il faut qu'on en accepte les règles du jeu aussi, bien qu'on cherche à les modifier un peu. Alors, le musée a un atout, c'est que c'est un des derniers endroits où on a de vrais objets. Et c'est vrai que le numérique, c'est bien. Enfin, faites une recherche simple, recherchez la Joconde sur Google et regardez les couleurs des photographies qui vont s'afficher sur votre écran. Vous allez avoir une Joconde jaunâtre, une bleuâtre, une verdâtre, et puis on se dit, je vais quand même aller voir la vraie, savoir de quelle couleur elle est vraiment. Et quand on va voir l'objet, le véritable objet, on s'aperçoit qu'il n'est pas plat, qu'il n'est pas en 2D comme sur notre écran, et qu'un tissu, même un tissu qui peut avoir l'air en 2D, est en fait en 3D. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus frustrant dans les musées, c'est qu'on ne peut pas toucher, mais on est le lieu d'accès aux véritables objets et à la transmission de ces objets anciens qui font le lien justement avec les générations précédentes. On se dit, quelqu'un, il y a tant d'années, a créé ceci. Moi, je suis en face de cet objet. Qu'est-ce qu'il me raconte à moi, parce que je le vois avec mon filtre, avec mes lunettes de mon époque, mais on fait le lien. Alors, pour le modèle économie, les musées ont été analysés. On sait que même si eux ne gagnent pas forcément d'argent et n'ont pas un modèle bénéficiaire, ils ont un gros impact sur l'économie du lieu où ils sont implantés. Et que, en fait, 1 euro investi dans un musée génère en retombée à distance, indirecte, beaucoup plus d'argent de gens qui vont venir dans le quartier, qui vont manger dans un restaurant, qui vont dormir à Lyon, etc. Au sein même des musées, on peut, en fait, pour moi, il faudrait que l'accès à l'œuvre soit le moins cher possible pour être le plus large possible, mais on peut proposer d'autres activités. Et il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour passer, par exemple, une demi-journée à apprendre la broderie haute couture. Eh bien, ça, les gens qui ont les moyens, on va leur fournir cet accès-là et le faire payer à un juste prix. Et par ailleurs, en fait, cet argent qu'on peut gagner par là, on peut aussi faire une animation broderie peut-être un peu différente pour des publics désavantagés qui n'auront pas les moyens. Donc, pour moi, en fait, un musée, en fait, presque on devrait faire payer selon les moyens et les envies des visiteurs. C'est un peu le modèle des musées anglo-saxons où, en fait, par exemple, les collections permanentes sont gratuites et il y a des donation box où chacun peut laisser ce qu'il souhaite et donner en fonction de la valeur qu'il a donnée à son expérience du moment dans le musée. Petite question donc, de Sophie à Lyon. Parmi les œuvres du musée des tissus, y a-t-il une œuvre qui vous inspire une certaine spiritualité ou une spiritualité particulière qui vous touche? Alors, ça serait facile de dire justement parce qu'on a des œuvres qui ont un lien direct avec des religions, que ce soit des geishas japonais ou des œuvres, des objets paramantiques occidentaux. Mais moi, je trouve que, en fait, même une soirée profane pour une robe 18e, si on reste devant, qu'on prend le temps de la regarder, qu'on prend le temps de rentrer dans la matière, la spiritualité, elle est là, en fait. Elle est dans le fait que cet objet et le temps que je lui accorde me sort du quotidien, me sort du monde et me projette, en fait, dans une autre dimension. Donc, je pense que tout objet fait, en fait, avec une technique, avec volonté, justement, de créer quelque chose de différent, de parfait, entre guillemets, peut provoquer cela. Jérôme nous pose la question, lui, de savoir s'il y a d'autres musées du tissu dans le monde. Est-ce que vous êtes en relation avec eux? Alors, il y a des musées entièrement consacrés au textile. Il y en a en France, il y en a ailleurs dans le monde. Il y a notamment pas très loin d'ici, en Suisse, la Fondation Abeg, qui est consacrée au textile et à l'étude des textiles. Il y a en France, vous avez la Cité de la tapisserie à Aubusson, il y a le musée de la dentelle à Calais. Dans d'autres pays, les grands musées comme le Metropolitan à New York ou le Victoria and Albert à Londres ont des sections consacrées au tissu ou à la mode. Mais c'est vrai qu'on est au niveau de la quantité de collections et de la variété des collections parce qu'on a absolument tout, des textiles archéologiques à la dentelle, au tricot, enfin on a de tout dans ce musée.
on est quand même une des institutions les plus riches. Les plus riches. L'ouverture est prévue quand? Parce que là, vous rentrez dans une phase de travaux Oui. significatifs. Alors, le planning à l'heure actuelle prévoit une livraison du musée fin 2025, avec un bémol qui est l'archéologie préventive, parce qu'on sait très bien qu'à Lyon, on a notamment du gallo-romain sous nos pieds un peu partout. Et ça, c'est quelque chose, pour l'instant, on ne mesure pas l'ampleur. Il y a une question de Xavier qui dit, pardon, la question est la suivante, que peut dire l'art à l'industrie en termes de recherche du beau, d'émerveillement? Alors, je pense qu'en fait, on est dans le domaine, comme on le disait, du sens. C'est-à-dire qu'on l'a peut-être un peu perdu dans le domaine de l'industrie avec en fait la division des tâches en micro-tâches où peut-être que chaque individu qui œuvre dans une usine ne voit plus la perspective globale et est entièrement peut-être absorbé par son périmètre limité. Et l'art, lui, en fait, rassemble plein de choses et crée quelque chose de plus grand. Et je pense que dans l'industrie, c'est peut-être justement ça qui peut apporter, c'est de dire, ben voilà, tous ces humains qui travaillent ensemble produisent quelque chose de plus grand qui, à l'image de l'art, peut dépasser le travail de chaque individu. Après, il y a aussi la recherche du beau dans les productions et même dans les productions industrielles, en fait. Pour moi, alors c'est peut-être une erreur, mais le beau est aussi efficace, quelque part. Et qu'un objet bien conçu atteint, quoi qu'il arrive et à quoi qu'il serve, une certaine forme de beauté. De beauté. Alors, il y a Jacques qui nous dit le rapport au tissu est essentiellement sensoriel. Dans les scénographies futures, y aura-t-il du tactile? C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans le dématérialisé, surtout dans ces périodes de travail à distance. On a besoin de toucher, on a besoin d'aller au contact. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est un vrai problème. On avait envisagé le fait de mettre des échantillons, mais outre que dans un musée où il y a du passage, la durée de vie d'un échantillon est très limitée, ça montre en fait la fragilité de l'objet aussi, c'est qu'on sait qu'un échantillon va tenir 1 mois, 2 mois avant de se transformer en chiffon crasseux. Outre l'aspect sanitaire actuellement. Donc, on préfère déplacer le problème. Et puis, en plus, on n'est pas capable de fournir un échantillon. Même la maison Prel qui est à Lyon, qui tisse des soirées à bras comme au 18e, la matière n'est plus la même qu'une soirée 18e. Et puis, je crains que Prel ne nous donne pas des milliers d'échantillons à détruire par les visiteurs. Donc, on déplace le problème et on va proposer dans le musée un Fab Lab textile où on souhaite aussi faire venir des artistes contemporains qui puissent partager avec des visiteurs la pratique textile, toutes les pratiques textiles, les plus anciennes ou plus contemporaines, pour que les visiteurs en fait puissent en quelque sorte mettre la main à la pâte et mieux se rendre compte après quand ils sont face aux objets du côté sensoriel et tactile de l'objet. Voilà. Merci. Donc, je vois aussi qu'il y a Antoine qui nous précise qu'il y a le musée de la dentelle à Alençon. Oui. Et Jacques qui nous dit que le centre... Ah oui, il pose une question. Est-ce que le Centre international d'études des textiles anciens restera abrité par le musée? Oui, le CIETA a toujours son siège social au musée et le musée continue à enseigner, alors ce sont des cours qui s'appellent les sessions techniques, ça n'existe qu'au musée presque, qui sont issus de tous ces savoir-faire des tisserands lyonnais, qui est une sorte de reverse engineering où on apprend aux gens à regarder un échantillon de tissu et à partir de là le déconstruire et expliquer comment il a été fabriqué. Donc ces cours-là sont enseignés avec le CIETA et au musée. Très bien, merci beaucoup. On a un petit peu bousculé le format des matinales aujourd'hui, mais il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 invités, mais il y a la traditionnelle question des matinales que je vais poser à Esclarmonde et à Dominique. Esclarmonde, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Alors, moi, je suis absolument mécréante, je ne crois pas en Dieu, et c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de l'art et de la culture, parce que c'est ça qui me permet en fait de croire en quelque chose de plus grand et une forme de spiritualité dont nous avons besoin. Dominique? Question difficile. Pour moi, c'est une question simplement impossible. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Alors, je vous poserai la question, quelle est la place de l'amour dans votre vie?
Je vous dirais que c'est la place, elle est dedans, la place, elle est dehors, la place, elle se cherche, elle se perd, elle se rattrape. Quelle est cette place? Écoutez, je peux vous dire que j'aimerais que cette place soit tout. Et j'espère avoir toute ma vie pour en faire toute ma place. Mais je ne suis pas tout, je ne serai jamais tout. Alors je vais laisser Dieu me mettre à ma place. Voilà. Ah, l'unité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 réponses. Merci à Esclarmont pour avoir joué le jeu. Avant de vous dire quelques mots sur les prochaines matinales, effectivement, comme tu le disais, une matinale un petit peu particulière aujourd'hui sur le thème de l'art, de la culture. Et on était ravis de vous accueillir toutes les deux pour ce dialogue, cet échange, si ce n'est ce débat. C'était un thème intéressant qui, justement, nous portait un petit peu dans d'autres sphères de réflexion. On a hâte de pouvoir retourner au musée. C'est un besoin. On en a besoin. Alors justement, je vais terminer avec une phrase, la dernière phrase quasiment conclusive du pape Jean-Paul II dans la lettre aux artistes, qui revient, persévérant, Arnaud, cher président, sur le sujet. La beauté qui sauve est une phrase qui, je trouve, est particulièrement appropriée suite à cet échange. La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance. Elle est une invitation à savourer la vie et à rêver de l'avenir. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette magnifique lettre. Sans tarder, je voudrais juste dire un petit mot sur les prochaines matinales. Le 7 mai, nous aurons le plaisir, la joie et l'honneur avec Benoît Froment, d'interviewer ici à l'UCLI, qui nous accueille, je le rappelle, Dominique Hies, qui est le président des écoles de production. Et donc, le thème sera principalement autour de l'éducation en lien avec l'encyclique Fratelli Tutti. Car cette encyclique, on le verra, est riche aussi d'enseignements justement sur l'écosystème, sur le fait de travailler en réseau, en connexion, ensemble, qu'on soit du monde éducatif, du monde de l'entreprise, jeunes, plus vieux, etc. Tout ça doit fonctionner ensemble. Et puis le 18 juin, ou le 20 juin, je me souviens, Laetitia, j'ai un truc, le 18 juin, on aura donc Monseigneur Olivier Germain, archevêque de Lyon, nouvel archevêque de Lyon, arrivé il y a un peu moins d'une année, et qu'on aura l'occasion d'interviewer, en lien également avec un texte et une encyclique. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour terminer avec Armel, je remercie bien sûr Laetitia, notre président, Arnaud Guiroumet, le père Xavier Grillon, l'UCLI qui nous accueille et les 3 sponsors sans lesquels tout ceci ne serait pas possible. Bien sûr, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Masa, que je remercie tout particulièrement pour son soutien, et puis RCF, que vous allez aller voir maintenant pour une interview avec qui nous travaillons étroitement, et puis l'UCLI Expert, et l'UCLI qui nous accueille et qui est un partenaire tout à fait privilégié, et donc, que Dominique a représenté aussi aujourd'hui. Merci à tous. On vous retrouve donc le 7 mai, et je vous rappelle également la date des assises régionales Puy-en-Velay, le 29 mai, si je ne me raconte, c'est bien le 29 mai. On vous espère nombreux, on vous remercie de votre suivi. Vous étiez à environ 80 aujourd'hui, ce qui est une vraie joie et un plaisir dans ce contexte si particulier. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, à bientôt. Merci.